Alors bonjour Oscar Fraisinger. Vous venez de témoigner au procès de Riposte Laïque. Oui. Est-ce que vous pouvez résumer un peu la journée? Bon, la journée a commencé par une première panne lorsque j'ai quitté Sion. J'ai dû prendre le bus pour arriver jusqu'à Martigny puisqu'il y avait une interruption de ligne. Ensuite, à Martigny, on a pu enfin entrer dans un train. Et là, après quelques minutes, on nous dit le train ne pourra pas partir parce qu'on n'a pas de conducteur de train, il n'y avait pas de mécanicien. Donc nous avons attendu 20 minutes, le train a fini par partir. Évidemment, quand on est arrivé à l'approche de Lausanne, le TGV était déjà parti. Alors je me suis dit, j'arriverai jamais à témoigner au procès de Pascal Hilou et de Pierre Cassens, c'est impossible. Alors, une nouvelle annonce au microphone nous annonce qu'on doit rester dans le train pour aller jusqu'à Genève, et puis qu'on prendrait le TGV qui part depuis Genève. Il y a de nouveau de l'espoir. On arrive à Morges, le train s'arrête. Faut changer de train, mettez-vous sur le train, sur la voie d'en face et puis prenez le train qui va passer parce que il y a un problème d'aiguillage. On sort du train, on attend, on prend l'autre train, on descend sur Genève, on s'installe dans le TGV, annonce au micro pour une raison d'une panne mécanique, le train partirait 15 minutes de retard. Alors je vous jure, 5 pannes sur un trajet aussi court, le matin comme ça vous réveille, hein, ça c'est sûr. Mais on a réussi, et ça c'est absolument incroyable, on a réussi à arriver à Paris finalement avec 3 quarts d'heure de retard seulement, et on est arrivé au tribunal, mais pile à l'heure, à 13h30, nous y étions. Donc voilà pour, disons, le déplacement jusqu'au tribunal. Et alors après, vous avez témoigné parmi les premiers ou pas? Oui, j'étais le premier témoin qui appelait à la barre. Bon, d'abord, on était dans une salle très austère, sans rien à boire, et puis très froide. Et puis, on a attendu. J'ai quand même réussi à dormir un peu. Pas grand-chose d'autre à faire. Après avoir discuté un peu avec les autres témoins, c'était la meilleure des choses à faire. Puis ensuite, oui, j'ai été le premier à être interrogé. Le procès dure vraisemblablement encore, donc il était très très long. Et parce qu'il y avait de multiples témoins, il y avait tous les avocats, parce que la partie adverse, donc ceux qui se sont constitués partie civile, sont multiples. Je crois qu'il y a 3 ou 4 associations, chacune avec un avocat, voire une association, même 2 avocats. Évidemment, chacun voulant propager la bonne parole. Ça faisait, je crois, le témoignage de 8 avocats en tout. Donc la plaidoirie de 8 avocats en tout à la fin, après tous les témoignages. Bon, j'ai été interrogé... disons que j'ai plus ou moins exprimé, ma perception des propos de Riposte Laïque, ou disons des propos qu'ils tiennent ou qu'ils ont tenus dans ces textes. J'ai souligné principalement que dans leur argumentation, ils séparent toujours soigneusement les personnes d'origine musulmane en général des islamistes. Et la différence est claire, c'est des gens qui veulent appliquer la charia à la lettre, ce qui est contraire à l'état de droit dans certains aspects qu'on peut définir. Alors j'ai un peu décrit ces aspects et j'ai parlé plutôt à partir de mon expérience de parlementaire. Donc c'est-à-dire je suis un membre d'un corps législatif. Et le problème que pose l'islam du point de vue politico-juridique par rapport à l'état de droit. Donc c'était surtout ça mon propos, pas l'aspect religieux, mystique, les croyants sont libres, c'est pas ça le problème. Le problème c'est cette incompatibilité qu'avait constaté d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt REFA de 2002. Donc on définit très clairement une incompatibilité entre l'état de droit et la charia. Et puis ensuite c'était le deuxième volet de mon argumentation concernait la liberté d'expression, qui est à mon avis le pilier essentiel de l'état de droit, de la démocratie. Comment voulez-vous arriver à une démocratie qui fonctionne si vous n'avez pas la liberté d'expression? Donc c'est une des conditions essentielles. Donc j'ai souligné cela, j'ai cité même l'évangile selon saint Jean, disant d'abord fut le verbe, et si vous tuez le verbe, vous tuez le logos, si vous tuez le logos, vous tuez l'homme. Le problème c'est ça, c'est que notre humanité
elle se définit quand même par notre aptitude de parole qui découle de notre réflexion et de notre réflexion critique aussi, parce que nécessaire pour évoluer. Si vous n'avez pas d'esprit critique par rapport à n'importe quel dogme, tous les ismes, soit communisme, catholicisme, capitalisme, nazisme, communisme, doivent être remis en question systématiquement parce que c'est ces mouvements-là qui se terminent en isme qui ont fait le plus souffrir l'humanité. Journalisme. Journalisme, oui, évidemment. Tous les ismes, c'est marrant. Alors que démocratie, ça se termine pas en isme. Vous voyez ? Alors, Alors, est-ce que les avocats de la partie adverse vous ont contesté, j'imagine? très peu. Alors, il y a juste une personne. Sur le simple concept de la laïcité, parce que j'ai dit dans mon témoignage qu'en Suisse, enfin, en tout cas dans mon canton d'origine, en Suisse en général, soit vous êtes laïque, soit vous êtes catholique, protestant, enfin, et je trouvais étonnant qu'on puisse se dire musulman laïque. La grande question pour le tribunal, c'était de savoir si c'est possible. Alors maintenant, ça dépend tout comment on définit la laïcité. Alors ils m'ont demandé comment moi je définissais cela, je leur ai dit, bon bah écoutez, c'est mon avis, quelqu'un qui est en mesure de prendre distance par rapport à son dogme, au texte écrit, et qui va s'en éloigner pour être compatible avec l'état de droit, donc avec nos lois et notre société civile. Parce que c'est vrai que s'il l'applique à la lettre, il va être en conflit. Donc il ne peut plus être considéré comme laïque. Alors si j'ai bien compris, en France, c'est depuis une loi de 1905, c'est inversé, c'est-à-dire que chacun pratique sa religion dans la sphère privée, mais dans la sphère publique, il cohabite pacifiquement avec les autres confessions. Je pense que cette conception-là de la laïcité pose un problème, parce que l'État ne peut pas fermer les yeux complètement sur ce qui se passe dans la sphère privée. Les mariages forcés, par exemple, la polygamie, etc., le traitement que subissent certains enfants, etc., c'est pas innocent tout ça. Donc on ne peut pas dire, ouais, dès le moment où vous ne posez pas de problème au niveau de la sphère publique, faites comme vous voulez chez vous. C'est un peu léger parce qu'on ne permet pas ça à un citoyen français ou suisse d'origine. Donc je ne vois pas pourquoi là, tout à coup, pour une raison d'exception culturelle, on fermerait les yeux sur le côté privé de la pratique religieuse et on ne sanctionnerait que le côté public. C'est assez discutable. Je crois que c'est un piège. Je me suis rendu compte d'ailleurs durant ce procès de cette problématique-là. Je n'avais jamais perçu cela de cette manière. C'est là que ça m'est apparu très clairement. Et je vais devoir y réfléchir encore. Et alors, dernière question, est-ce que les juges ont été sensibles à vos arguments? Est-ce que vous pensez qu'ils vont condamner riposte laïque ou pas? Difficile à dire. C'est franchement difficile à dire. Ça ne dépendra pas tellement des témoins, des plaidoiries. Ces choses-là, ça dépendra du juge. Parce que c'est franchement, et c'est le problème avec le délit d'opinion, c'est que ça dépend toujours des convictions de celui qui va juger. Il aura beaucoup de peine, à moins qu'il soit vraiment un modèle de vertu et de neutralité et d'objectivité. Mais sinon, sa vision du monde va s'impliquer dans le jugement qu'il va prononcer. Et c'est le problème, justement, de ce genre de délit d'opinion que l'on condamne. Moi, je suis absolument contre. Parce que le code pénal prévoit toutes les formes d'atteinte à l'honneur, comme la diffamation, l'injure, qu'est-ce qu'il y a encore l'injure, la diffamation, puis je ne sais pas encore. L'insulte. Non, il y a aussi ouais. Il y a un troisième concept, mais je ne sais plus. Enfin, c'est pas grave. Et on peut même imaginer des faits aggravants. Quand il y a une injure, quand il y a une diffamation, on peut imaginer que le racisme, etc., soit invoqué comme fait aggravant. Mais d'empêcher le débat, d'empêcher le regard critique, parce que l'association des pays islamiques dans le monde veut imposer, c'est-à-dire une sorte de condamnation du blasphème. Je crois être revenu au XIIe siècle, parce que on y est là, on est au Moyen-Âge. Le blasphème, voilà, paf, c'est un délit. Et c'est marrant parce que c'est la société dite laïque, l'état de droit, qui au nom de ses principes de liberté d'expression va permettre finalement à un dogme
de faire condamner tout blasphème contre ces textes dits sacrés. C'est le serpent qui se bouffe la queue. C'est quand même incroyable. Et notre société, notre civilisation risque d'exploser. Tout simplement parce que ça la remet complètement en question dans ses fondements. C'est pas innocent, ça. Vous êtes quand même opposé au fait qu'on dise que les musulmans sont comme si... Oui, ça c'est une généralisation. On ne peut pas dire les musulmans. Moi je connais plein de musulmans qui aiment le rouge comme moi, qui se sont totalement éloignés de la pratique du dogme, etc. Mais qui, eux, risquent beaucoup plus que moi le jour où l'islam devait prendre le dessus dans nos sociétés. Parce que le jour où c'est le cas, les premiers qui passent un sale quart d'heure, c'est eux. Alors, regardez maintenant Kouardaraoui, là, le grand... Al-Qaradawi. Al-Qaradawi. Évidemment, il a le vent en poupe maintenant, puisque les frères musulmans, avec les salafistes, ils ont le pouvoir quasiment absolu en Égypte. Et quand il nous vient avec sa thèse, dans 5 ans, nous aurons réintroduit la loi du talion et la charia. Donc dans 5 ans, en Égypte, on va couper des mains. On va lapider les femmes. Alors, je suis quand même un peu étonné des formes que prend le printemps arabe. Et ça accrédite totalement ma thèse. Ce dogme-là est incompatible avec l'état de droit. On pourra m'expliquer ce qu'on veut. Et le juge pourra juger comme il veut. On pourra condamner Pierre Cassin. Pierre Cassin, dans cet aspect-là, a profondément raison. Merci beaucoup. Merci.